Alors, bonjour à tous, bonjour à Franck, bonjour à Cécile. Merci Bonjour. d'être venu pour participer à cette nouvelle session des Pépites internationales. Merci aussi aux participants qui sont déjà arrivés. Alors, tout ça pour vous dire qu'on attend encore peut-être quelques minutes, puisqu'on attend une classe du Costa Rica. Si jamais, ceci dit, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat, histoire qu'on soit bien sûr de qui est là. Voilà, sinon, on peut patienter peut-être une minute ou deux, et puis ensuite on démarrera la session si ça vous convient. Alors du coup, Xavier, Thomas, je vous ai invité sur scène pour qu'on puisse peut-être juste vous rencontrer avant de démarrer la session à proprement parler. Donc si vous acceptez l'invitation, juste comme ça, on pourra savoir qui est là exactement. Ah. Bonjour. 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 Bonjour Xavier. Alors, je vous ai invité sur scène avant qu'on démarre la session à proprement parler, parce que je voulais simplement savoir justement de quel endroit vous nous suivez. Xavier, si vous m'entendez. Je suis en Costa Rica. Costa Rica, d'accord. Oui, Okay. Costa Rica. Bon, on est rassurés alors de savoir que le Costa Rica est avec nous. Et bien, du coup, on va pouvoir commencer, on va pouvoir démarrer. Ce que je vais faire, donc je vous ressors de scène, Xavier, puis vous reviendrez si vous souhaitez poser des questions un peu plus tard. D'accord ? Alors, ok. Très bien. Alors, du coup, bienvenue à tous dans cette nouvelle session des Pépites internationales. On est ravis d'accueillir avec nous Franck Manguin et Cécile Beck, donc auteurs de Ama. Et pour aller tout de suite dans le vif du sujet, donc je vais vous laisser la parole, Franck et Cécile, pour vous présenter, qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Et puis ensuite, voilà, comme ça, vous pourrez nous parler un peu plus de vous et de vos projets. Oui, très bien. Vas-y, Franck. Allez. Alors, donc, je m'appelle Franck Manguin. Donc, moi, je suis le scénariste de la bande dessinée Ama, Le souffle des femmes. Voilà, je te laisse te présenter, peut-être, Cécile. Moi, je suis Cécile Beck et je suis illustratrice de la BD. Voilà. Du coup, je ne sais pas si Cécile ou Franck, dans l'ordre que vous voulez, si vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur votre parcours professionnel, personnel, et comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à votre activité professionnelle. Alors moi, je suis illustratrice depuis une quinzaine d'années, principalement pour l'illustration jeunesse, pour l'édition jeunesse. J'ai fait plusieurs albums pour les enfants, des livres documentaires, voilà, ça fait avec différentes maisons d'édition. Et puis un petit peu pour la presse aussi. J'ai fait une école d'illustration qui s'appelle Émile Cole, qui est à Lyon, en France. Et puis voilà, donc ça fait 15 ans que je travaille dans l'édition. Et il y a 2-3 ans, j'avais envie d'essayer autre chose que faire des livres pour enfants. Je voulais vraiment essayer de faire de la bande dessinée pour raconter les choses d'une autre manière. Et l'éditeur m'a proposé le scénario de Franck. Voilà, donc il nous a présenté et on a commencé à travailler ensemble sur ce projet. Voilà, donc je te laisse si tu veux poursuivre. Ouais, moi j'ai fait des études en langue japonaise.
à l'université à Toulouse, en France du coup. Et en fait, à partir de là, j'ai pas mal fait d'aller-retour au Japon en tant qu'étudiant. J'ai aussi été professeur, enfin j'ai enseigné l'anglais là-bas et le français aussi. Donc j'ai fait un peu de français langue étrangère aussi en tant qu'enseignant. Et, euh, et, euh, et j'ai travaillé aussi dans l'univers du graphisme et du dessin animé. Je travaillais pour la télévision, on faisait des petits jingles, des choses comme ça. Et donc voilà, depuis très longtemps, j'ai une passion un peu pour le Japon, d'où le sujet bien sûr de la bande dessinée. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet sur lequel on reviendra, je pense, un peu plus tard, mais le sujet des hamas, donc des plongeuses en apnée. Un peu en fait, parce que du coup, mon épouse qui est japonaise vient de la région où les hamas, enfin en tout cas celle dont on parle dans l'histoire, existaient. Et donc, c'est en allant y faire un petit tour que ça a commencé à m'intéresser pas mal en faisant des recherches et en lisant des livres sur le sujet. Et à partir de là, voilà, j'ai décidé d'en faire une histoire, donc que j'ai proposé à un éditeur. Et à partir de là, du coup, on a commencé à travailler avec Cécile, en fait. Voilà, moi, je connaissais D'accord. Ouais, moi, je connaissais pas le Japon en fait, hein. Enfin, j'y avais déjà été, mais j'étais pas du tout experte du Japon, donc on a beaucoup travaillé, Franck et moi, par rapport à la documentation notamment, euh, parce que enfin voilà, j'y avais été il y a quelques années, j'ai beaucoup de livres sur le sujet, mais je connaissais pas du tout les hamas. Et j'ai découvert cette communauté de pêcheuses en lisant le scénario de Franck. Donc voilà, on a fait équipe ensemble par rapport à tout ce que je connaissais pas sur le sujet. Et Franck m'a orienté, m'a conseillé des livres, des documentaires, des films pour m'imprégner un petit peu de l'ambiance. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Voilà. Et le sujet, en fait, vous a tout de suite accroché, disons. Moi, oui. C'est vrai que c'était un peu inattendu de tomber tout de suite sur un scénario qui fait comme ça un peu tilt et c'est dire que vraiment on a envie de l'illustrer. Je trouve que l'éditeur a eu une bonne intuition par rapport à ça parce que voilà. Donc moi, je suis très intéressée par le Japon et je suis de Saint-Raphaël, donc au bord de la mer. Donc ça fait, enfin voilà, la mer, illustrer les rivages et le bord de mer, c'était quelque chose qui me faisait, qui m'avait toujours fait envie et qui est très important pour moi. Et donc là, je me suis projetée assez facilement dans cette histoire, dans ces paysages à dessiner, dans ces femmes aussi. J'aime beaucoup dessiner le corps des femmes. Et donc voilà, cette histoire un peu féministe aussi, mais aussi intimiste, avec des histoires de famille, et, beaucoup de sensibilité, de psychologie dans les personnages. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc ça a tout de suite été un gros coup de cœur pour moi. Donc j'étais ravie. Et du coup, Franck, vous avez entre guillemets attendu longtemps que Cécile arrive avec un coup de cœur. Oui, enfin c'était un peu différent en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand j'avais proposé le projet, donc j'étais censé le dessiner aussi. Et finalement, en fait, comme je travaille aussi en tant que bibliothécaire en fait, donc dans le sud de la France, j'ai pas réussi, enfin, à tenir les délais de dessin en fait, parce que l'écriture on peut refaire, etc. Mais le dessin, c'est que ça prend un peu plus de temps. Et donc du coup, donc au bout d'un moment, j'ai dû abandonner l'idée de dessiner. Et, euh, donc du coup, à partir de là, oui, c'est vrai que l'éditeur a dit, ah ben, enfin, l'histoire me plaît, etc. Donc on va essayer de trouver un dessinateur, une dessinatrice. Et puis, ouais, je n'ai pas tant attendu que ça, mais finalement, du coup, pile à ce moment-là, en fait, Cécile avait envoyé des dessins, justement, comme disait tout à l'heure, qu'elle travaillait un peu dans la jeunesse, mais à ce moment-là, elle a envoyé des dessins un peu plus adultes pour dire enfin, pour démarcher un peu l'éditeur, pour dire j'aimerais bien faire autre chose. Et c'était pile au moment où je pense donc notre éditeur avait eu le scénario, enfin mon scénario du coup à proposer. Donc c'était plutôt enfin un heureux hasard en fait justement qu'on ait pu se réunir là-dessus. Ouais. Mm. Et Ah, donc c'est vrai qu'au début, enfin euh,
comme on a évoqué un peu les thèmes qui sont abordés, mais c'est vrai qu'au début, justement, ça devait être une bande dessinée assez documentaire, entre guillemets. Et finalement, au fur et à mesure de l'écriture, moi aussi, j'ai mis un peu justement on a ça en commun avec Cécile, le fait que moi aussi, j'habite, que je viens d'Ajaccio en Corse, donc du coup aussi un territoire entouré de mer. Et du coup, c'est là aussi où j'ai mis un peu sur mon côté, toute cette histoire un peu personnelle dans l'histoire, même si bien sûr ça se passe au Japon. Et voilà, ça aussi, c'était quelque chose qui peut-être justement a fait que ça a fait écho. En fait, c'est une histoire un peu personnelle comme ça où on s'est retrouvé un peu là-dessus. Ouais. Et ensuite, du coup, la rencontre, alors ça se passe, vous prenez contact, vous échangez un peu. Alors, on a vu, Cécile, vous disiez tout à l'heure, notamment sur toute la documentation que Franck vous a conseillé autour des amas, etc. Mais sur la relation de travail proprement dit, comment ça se passe en fait? La relation de travail, moi, il a fallu d'abord que je trouve un petit peu mon rythme au tout début parce que c'était ma première bande dessinée et que j'étais c'était assez vertigineux pour moi de me lancer dans un projet aussi grand. Il y a une centaine de planches et c'est très différent de ce qu'on fait pour un album jeunesse. C'est pas du tout la même somme de travail. Alors voilà, j'avais déjà cette petite inquiétude-là et puis étant moi occidentale, Franck aussi, je sais que notre inquiétude justement c'était de faire quelque chose de trop éloigné de la réalité que les Japonais ne valideraient pas par exemple. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Franck, mais Ouais. et du coup, moi j'avais vraiment besoin de faire d'avoir l'aval de Franck sur des interrogations que je pouvais avoir sur des costumes ou sur des cérémonies. À un moment dans la bande dessinée, il y a une cérémonie qui se passe et je la visualisais pas du tout. J'ai eu besoin que Franck me l'explique pour que moi je puisse la dessiner aussi par la suite. Il y a des choses au niveau des personnages aussi. J'ai eu pas trop de difficultés pour les personnages féminins. Pour les personnages masculins, c'était un peu plus difficile. Et par exemple, pour le personnage de Nagisa, c'est Franck qui m'a dit que lui, il imaginait bien sous les traits d'une actrice qui joue dans un film des années 60 au Japon qui s'appelle Blue Sky Maiden et très lisse, avec une petite queue de cheval toute sage. Et donc, c'est comme ça que c'est sous ces traits-là qu'est apparu Nagisa, en tout cas dans l'histoire. Et après, on voit que son physique évolue un petit peu, sa coiffure aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est des allers-retours comme ça avec Franck où c'était des petits ping-pong comme ça de choses, d'idées, et puis de conseils. Moi, j'ai eu beaucoup de conseils de la part de Franck qui m'ont bien aidé. Voilà. Oui, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est vrai que en fait, il y avait un tel. En fait, j'ai acheté pas mal de livres, j'en ai trouvé un peu des livres un peu même des années 60, parce que bon, l'histoire se situe dans les années 60, donc j'ai trouvé un peu vraiment plein un gros corpus en fait de livres comme point de départ, et c'est là-dessus où j'ai appris vraiment toutes les traditions dont on parle dans la bande dessinée, l'historique. Enfin, il y avait beaucoup de sources très très précises. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur de ne pas dénaturer la réalité, en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui existait vraiment. Donc l'idée, c'était de travailler ensemble là-dessus, sur justement l'aspect véridique du moins enfin, visuel en fait, des choses. Et puis aussi, bien sûr, dans l'histoire, à chaque fois, il y a... Enfin, je pense que dans une bande dessinée, en fait, plus on est proche de la réalité, plus les gens y croient aussi. Donc, l'idéal, c'était quand même d'être raccord là-dessus. Donc là-dessus, moi, je pense qu'on s'est bien entendu. Et dès qu'il y avait une petite question de la part de Cécile, j'essaie de répondre au plus vite pour qu'elle puisse avancer. Et de donner, ouais, c'est vrai que des films à regarder ou des documents ou des livres. Je lui ai prêté quelques livres justement avec des photos, etc. On pourra en montrer quelques extraits après. Ouais. Je pense que comme c'est un sujet qui est pas ultra connu, c'est vrai que c'est bien aussi, même en tant que dessinateur, je pense, dessinatrice,
comme Cécile, du coup, d'avoir aussi peut-être des postures aussi à pouvoir reproduire ou des choses comme ça. Et je pense que du coup, pour le coup, je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti parce que je l'ai montré je l'ai montré à des amis japonais et ils avaient l'air de s'y retrouver aussi. et, et même au-delà de ça, c'est vrai que moi, j'ai essayé de m'inspirer un peu de mes voyages au Japon pour donner un souffle vraiment très japonais dans l'âme des personnages, en fait. C'est vrai que on les voit souvent comment dire, s'excuser ou se positionner par rapport à une personne plus âgée, comment dire, en la respectant beaucoup, etc. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre en entreprise quand je travaillais là-bas au Japon et j'ai voulu aussi garder ça. Et, donc, voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi pu bénéficier du storyboard de Franck, parce qu'au départ, comme il devait faire les dessins, il avait. Moi, j'ai pas eu de scénario écrit en fait avec les cases décrites, l'action qui est décrite. Moi, j'ai eu en fait, j'ai eu les dialogues, des planches avec les dialogues des personnages, et puis le storyboard de Franck, qui sont donc des planches sous forme de crayonnés de crowbar. Et donc, c'était comme ça que je comprenais l'histoire, en fait, à travers ces planches de crowbar, quoi. Et donc, ça, c'était déjà un appui très important par rapport à l'aide qu'a pu me fournir Franck. Après, c'est vrai que moi aussi, en tant qu'illustratrice, j'avais besoin aussi de pouvoir m'approprier aussi le projet comme je venais d'arriver dedans et de ne pas être juste une exécutante. Et j'ai pu aussi, on m'a laissé la liberté de modifier certaines choses du storyboard pour que je puisse me l'approprier et y mettre ma touche personnelle aussi, comme par exemple des décors ou des cadrages un peu différents, des points de vue différents aussi. Voilà, des petites modifications comme ça et là sur les planches qui ont fait que voilà, je l'ai aussi personnalisé. Donc voilà. C'est ça qui était intéressant aussi parce que du coup, Cécile a rajouté des idées auxquelles j'avais pas pensé forcément, mais par exemple, comme on est dans la plongée, dans le monde de la plongée aussi, il faut pouvoir montrer qu'il y a une verticalité aussi sous l'eau, etc. Et moi, bizarrement, j'avais pas fait de cases en hauteur, entre autres, et voilà, Cécile a rajouté ce genre d'idées qui, je trouve, sont pas mal, des éléments aussi de personnages qui sont hors case, etc., pour donner un peu plus de dynamisme. C'était quelque chose que j'avais pas du tout travaillé dans le storyboard, donc ouais, ça a été qu'un plus de ce point de vue-là, en tout cas, c'est cool. Ouais. Et vous disiez que vous avez passé pas mal de temps au Japon. Cécile, vous disiez que vous y êtes aussi allé par le passé. Mais Oui. vous, là, pendant le projet, vous n'y êtes pas retourné Non, j'y suis ni allée. l'un ni l'autre pour aller sur place, en fait, voir. Non. Non, Ça... on aimait que l'éditeur nous paye le voyage, mais ça s'est pas passé. D'accord. Mais non, enfin moi j'y suis retourné, mais j'ai pas, pour d'autres choses, parce que comme la famille de mon épouse habite là-bas, c'est vrai qu'on essaie d'y retourner pas mal, quoi. Mais c'est vrai que même en étant sur place ou depuis la France, j'essaie en tout cas de suivre un peu l'évolution des hamas et du coup c'est vrai qu'elles ont une actualité assez riche, notamment donc il y a pas mal de hamas qui essaient de s'organiser pour être reconnus auprès de tout ce qui est patrimoine immatériel de l'UNESCO notamment. Et il y a pas mal d'infos qui circulent sur les hamas. Là récemment, j'avais vu un article d'une jeune fille qui était vouée à à travailler dans la société japonaise, sortant de grandes écoles, elle était destinée plus ou moins à aller bosser dans une grosse boîte, etc. Et finalement, elle est devenue ama. Enfin, il y a des petites news comme ça qui j'essaie de me tenir au courant. Je sais qu'à l'époque, quand j'écrivais l'histoire, je m'étais abonné aux alertes sur Internet là, pour avoir les infos. Et du coup, ça continue à me parvenir. Donc, du coup, par curiosité, je regarde un peu ce qui se passe. Et donc, ouais, non, pas forcément en étant sur place, mais c'est vrai qu'en surveillant un peu ce qui se passe dans cette actualité-là, on essaie de voir oui, le contexte un peu justement dans lequel le livre sort. Et ouais, voilà, de se tenir au courant de tout ça. Ouais.
Et du coup, une possibilité que le livre soit présenté sous une forme ou sous une autre au Japon, du coup? On aimerait bien. On a notamment postulé pour un prix à l'international, justement, qui récompense les bandes dessinées enfin, faites hors du Japon, mais qui traitent un sujet japonais. J'ai des amis auteurs qui avaient participé, donc ils m'ont dit, ah, tiens, regarde, ça pourrait t'intéresser. Donc j'ai présenté le projet. Là, pour l'instant, je n'ai pas de retour. Mais entre autres. Puis après, voilà, on espère que, enfin, avec Cécile, elle en parlera aussi, je pense. Mais du coup, on espère que par un moyen ou par un autre, ça tombe entre les mains de quelqu'un au Japon. Et bien sûr, on aimerait bien que ça soit traduit là-bas, ouais. Ouais, ça serait bien. On aimerait bien, ouais. Alors, sinon, peut-être au niveau un peu plus technique, etc., je pense que vous aviez des choses à nous montrer. Alors, je ne sais pas si c'était... Ouais. Oui, moi j'ai peut-être des choses à montrer, mais Franck, je ne sais pas si tu veux d'abord montrer la documentation ou si je montre un peu les Ouais. détails. Peut-être que si je montre, parce que je sais pas si les gens du coup se rendent compte vraiment de ce que sont les. Enfin, si bien sûr ils ont travaillé sur le livre, mais peut-être que du coup ça permet de faire une introduction à ce que tu feras ensuite, peut-être en montrant les Ouais. hamas. Parce que Mais du coup, peut-être qu'il faut qu'on parle des hamas, qui elles sont réellement, de combien de temps. ouais, Et, tu vois, je me disais, ouais, tout à fait, ouais. laisse parler d'elles. Ouais, ouais. Peut-être justement en montrant un peu les photos, je commençais Ouais, à partager ça marche. Ouais. mon PDF ou. Ouais, ou vous voulez que je le partage? Je vais le Ouais, faire comme vas-y. ça. Ok. Après, Ouais, ouais, je peux ça marche. aller Très bien. dessus. Hop. Alors, c'est un peu voilà, en désordre. Alors, on le voit là, c'est bon? Ah, voilà, c'est bon. Hop. Voilà, c'est un peu des photos en fait tirées de livres. Je sais pas si vous voyez du coup voilà, de livres sur lesquels je me suis appuyé pour écrire l'histoire. Donc, on voit voilà, là, typiquement, c'est une photo qui est assez représentative des hamas. Donc, hama en japonais, donc ça veut dire femme de la mer. Et donc, c'est une profession hein, qui existe depuis très très longtemps en fait, depuis le Moyen Âge, même avant, on a retrouvé en fait des outils même faits en ossements d'animaux en fait, qui datent de la préhistoire, qui auraient pu servir justement au hama pour aller en fait gratter sur les rochers les coquillages qu'elles pêchent. Donc voilà, donc c'est des femmes qui nagent en apnée. Et bon, il y a plusieurs types de nage, j'y reviendrai un peu plus tard, mais là, par exemple, elles sont raccrochées à un bateau, en fait, par une corde, et au bout de la corde, en fait, il y a généralement un homme, en fait, qu'on appelle le tomae, qui va surveiller, en fait, donc la femme, qui est souvent d'ailleurs sa femme ou sa sœur, enfin, quelqu'un de sa famille, pour voir si elle doit remonter ou pas, parce elle va donc lui signaler qu'elle va remonter en faisant un petit mouvement sur la corde. Et là, il va la retirer, la remonter à la surface, en fait. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle pêche? Elle pêche, en fait, des coquillages, notamment des ormeaux, qui sont des coquillages qui coûtent assez cher, des coquillages un peu de luxe. Enfin, là, oui, il faut que je précise que je parle de la région de Ishikawa, donc là où se passe l'histoire. En fait, il existe des hamas un peu partout au Japon, enfin, il en existait en tout cas. Euh, donc voilà, en fait, elles sont, voilà, leur quotidien, leur année en fait est rythmée en fait de plusieurs fêtes comme ça, qu'on appelle en japonais matsuri, des fêtes en lien avec la religion shinto notamment ou bouddhiste. Euh, Hop. Là, on peut voir justement des estampes qui datent du Moyen Âge ou un peu plus tard, où elles sont déjà représentées en fait graphiquement. Donc elles font vraiment partie de l'imaginaire collectif. Elles étaient donc très nombreuses jusqu'à les années 60 où elles étaient plus de 20 000. Là, elles sont descendues. En fait, à partir des années 60, il y a eu un peu en fait une crise un peu de vocation dans ce milieu-là parce que c'est un métier assez dur. Et maintenant, elles sont plutôt autour de 2000 en fait. Donc c'est un métier qui est qui est en voie de disparition, on va dire. Et c'est de ça qu'on a voulu traiter aussi dans la bande dessinée, cette période charnière, en fait, justement, entre un moment où elles étaient très
enfin comment dire, nombreuses, et elles travaillaient beaucoup jusqu'à la période actuelle pendant laquelle justement pour plusieurs raisons elles ont commencé à diminuer. Là on voit un peu justement les objets donc qui servent à gratter en fait la pierre, gratter sous les coquillages pour les décoller en fait de la pierre. Donc on voit à gauche par exemple qu'il y a une sorte d'encyclopédie à partir de laquelle en fait on explique comment construire ces objets-là. Donc il y a toute une réglementation qui était assez stricte. Là on continue un peu sur les objets. Hop. Là on peut voir encore une peinture justement où on voit en fait qu'elles sont en train de se réchauffer en fait après la pêche. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de montrer dans la bande dessinée, c'est ce côté un peu aussi sororité, un peu justement c'est les femmes qui travaillent, qui sont vraiment centrales dans la société. Je pense que c'est un sujet qui fait aussi écho à l'actualité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de féminisme et de sororité, donc je pense que ça a dû faire écho aussi auprès des lecteurs, ce thème-là. Même si dans la bande dessinée, sans gâcher l'histoire, on montre que c'est pas aussi simple, mais voilà, c'était aussi ce qui m'avait attiré dans l'idée de faire cette histoire, parce que c'est vrai qu'on imagine souvent un Japon réel d'ailleurs, où les hommes dirigent tout, et cette petite bulle justement sur cette île où les femmes sont un peu plus indépendantes, c'est vrai que c'était un sujet qui me semblait à traiter, quoi. Donc là on voit les ormeaux en fait qui sont les coquillages sur la gauche là, et les paniers, les cordes qui servent justement qui constituent un peu l'attirail des hamas. C'est une coquille d'ormeau là. Ah oui, voilà. C'est vrai qu'il y a souvent, on imagine que les hamas, il y avait cette légende, parce que les hamas sont apparus aussi dans pas mal que ce soit des films ou autres, mais de manière un peu, comment dire, mythifiée comme ça, où on pensait en fait que les hamas c'était des pêcheuses de perles, voilà, qu'elles pêchaient des perles pour faire des colliers, etc. Ce qui a été vrai à un moment, mais en fait, c'est aussi comment dire, ça fait partie aussi d'une légende, notamment d'un fabricant de perles qui s'appelle Mikimoto, qui a un peu mis ça en avant, et donc les gens ont retenu en fait ces sortes d'Amazon en fait qui allaient pêcher des perles. Il y a quelque chose d'un peu romantique, et finalement c'est pas, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, les hamas dont on parle, c'est des hamas qui vont pêcher, c'est des pêcheuses, et voilà, qui vendent leur pêche, et qui se battent justement pour en tirer le meilleur prix. Il y a un côté démystifiant un peu dans la bande dessinée. Pardon. Je dis, elle pêche pour se nourrir, en fait, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Il y a un côté... et le fait qu'elle pêche en apnée, c'est aussi voilà, pour se nourrir. Il y a ce lien avec la nature, en fait, aussi, le fait de respecter la nature, de ne pas faire de la surpêche, qui était un peu justement leur démarche, quoi. Et malheureusement, maintenant, avec tous les moyens qui existent pour faire de la pêche, c'est vrai que on regarde moins, en fait, on encourage moins les techniques un peu traditionnelles qui permettent pas de faire beaucoup d'argent, quoi. À l'échelle d'une personne peut-être, mais pour d'autres, on va rentrer dans d'autres sujets du capitalisme, etc. Mais bref, là on voit des lunettes aussi que donc les hamas utilisent, qu'elles ont fabriquées. En fait, on voit qu'il y a comme des petites poires qui se situent au niveau des oreilles, qui aident à régulariser, réguler pardon l'air et la pression dans les lunettes. Donc ça, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, c'est des lunettes qu'elles ont plus ou moins inventées. En fait, on était avant tout ce qui est matériel de plongée moderne, et elles ont un peu inventé un peu tout ce système-là. D'ailleurs, dans ce livre-là, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ils disent que des apnéistes comme Mayol ou autres, donc un grand apnéiste français, respectait beaucoup les hamas, et se serait inspiré beaucoup des hamas aussi pour faire de l'apnée. Donc elles ont eu une grosse influence, on va dire. Parce qu'elles n'avaient pas la même technique de respiration que lui, en fait. Que c'était une autre manière d'approcher l'apnée. Voilà. Et on n'a pas dit que en fait les hamas étaient, la communauté des hamas était une communauté aussi très vieillissante, et que voilà, c'est un métier qui est en train de disparaître aussi parce que les hamas vieillissent et que le métier se renouvelle pas,
et que les jeunes filles sont attirées du coup par les métiers un peu plus faciles et par l'attrait de la ville, quoi, qui rémunère mieux, voilà, avec les stocks d'hormones qui baissent et la difficulté du métier, l'attrait de la ville. Voilà, c'est un métier qui séduit plus les jeunes filles et malgré le fait que ce soit un métier qui soit vraiment bien ancré dans la culture japonaise et qui soit extrêmement respecté, ça suffit pas pour le faire perdurer. Et donc là, les hamas, elles ont à peu près, tu me disais, Franck, entre 65 et 70 années de moyenne d'âge. Ouais. Donc voilà, donc c'est un métier qui disparaît aussi parce que voilà, les hamas, dans 20 ans, il n'y en aura plus parce qu'elles seront toutes beaucoup trop vieilles, quoi. Ouais, il y a un gros problème de renouvellement de génération en fait, parce que c'est un métier dur, un métier, enfin, où on travaille au quotidien, au contact de la nature, etc. Donc, quand qu'il pleuve ou qu'il neige, entre guillemets, on doit aller pêcher, quoi. Ouais. Donc, c'est difficile. Et, Et puis, ça pose des problèmes. Enfin, donc, il y a eu pas mal d'études aussi sur les hamas, parce que d'un point de vue, comment dire, scientifique, par rapport à leurs conditions et le fait qu'elles puissent nager comme ça, même si en étant âgées, parce qu'en fait, leurs techniques de respiration font qu'elles ont des poumons qui sont comme comment dire, qu'elles ont des poumons de personnes assez jeunes, entre guillemets. Mais par contre, bon, ça pose d'autres problèmes, la peau qui est attaquée par le sel de la mer, le soleil, etc. Enfin, oui, c'est un métier assez difficile, ouais. Et bon, bien sûr, enfin, c'est un métier dangereux aussi, puisque voilà, on peut avoir des soucis de respiration sous l'eau ou être accroché, enfin, s'accrocher à un rocher ou autre. Enfin voilà, c'est pas de tout repos, quoi. non, elles ont toutes des cordes sportives. Enfin, de toute manière, c'est vrai que Mm. quand on mange 3 heures comme ça par jour, tous les jours de l'année, il y a une vraie endurance. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui entretient leur corps et à la fois qui l'abîme parce qu'elles sont toutes quasiment aveugles et sourdes à la fin de leur vie parce Ouais. que, voilà, sous l'eau, le sel, voilà, ça abîme beaucoup leur audition et leur vue. Donc voilà. Et puis elles fument beaucoup aussi. Donc elles ont des Ouais, super poumons, mais en fait elles passent leur temps à fumer c'est et, un peu euh, le paradoxe. et à avoir froid tout le temps. Elles ont tout le temps des rhumes. Donc voilà, voilà. Elles passent leur temps à grelotter sur des barques et à fumer des cigarettes, quoi. Donc voilà, c'est une vie qui est vraiment éprouvante aussi. Voilà. Ça les abîme. Voilà. Ouais. Ouais, je crois que j'ai une photo d'ailleurs d'une ama qui fume, je vous montrerai après. Mais ouais, donc là c'est juste pour vous montrer, bon, en fait, les hamas traditionnellement, donc en plus de pêcher donc pour vendre leur pêche, etc., elles participent aussi à des cérémonies. Et là, donc, en fait, elles découpent les ormeaux en grandes lanières qu'ensuite on va faire sécher et que dans les temples on va récupérer, donc comme on peut voir là sur la photo, pour accrocher et donner en offrande aux divinités. Donc ça c'est un exemple voilà, de cérémonie qu'il peut y avoir. Il y en a beaucoup, beaucoup qui rythment leur année, on va dire. Là on voit un peu sur la droite la carte du Japon, où en fait là où vous voyez tous les petits points, c'est où les hamas existaient à l'époque en fait, et où existent encore maintenant, mais en nombre beaucoup moindre. Hop. Et là, on est revenu au début, il me semble. Ouais, c'est ça. Ah bah, du coup, j'ai pas la photo à vous montrer. Ouais. Mais ouais, mais c'est vrai que le côté un peu justement femme forte qui, loin voilà, des jeunes filles policées qu'on peut imaginer au Japon, voilà, fumer toute la journée et puis avec un corps voilà, un peu, comment dire, avec de grosses épaules, etc. C'est vrai que ça m'avait impressionné un peu justement dans les photos que j'avais pu voir. Et je me suis dit que l'idée était intéressante, voilà, d'en faire une bande dessinée. Et je trouve que la manière dont elles sont perçues au Japon est assez ambiguë en fait, parce qu'à la fois elles ont créé une espèce d'érotisme japonais, elles sont à l'origine de l'émergence de l'érotisme japonais, et à la fois elles sont vues comme des femmes très masculines, qui sont un peu brutes, un peu rudes, et qui sont justement à l'opposé de la femme japonaise, comme tu disais, qui a la peau pâle, Mm, longue chevelure de sirène, et qui surtout reste effacée derrière l'homme. Là, on voit qu'elle parle fort, qu'elle rigole fort, qu'elle se tape dans le dos. Enfin, voilà, elles marchent comme des hommes. Voilà, donc elles sont vraiment
elles sont assez intrigantes parce que justement, elles sont cette ambivalence entre la féminité, l'érotisme et puis la masculinité aussi. Donc voilà, elles intriguent beaucoup, que ce soit les Japonais ou même les touristes en fait. Ouais. Et il y a beaucoup d'ailleurs de touristes, enfin même depuis les années 60, parce que comme elle nageait nue à cette époque-là, il y a pas mal de gens qui venaient prendre des photos un peu de femmes nues. Hein. C'était pas, je pense que c'était pas pour prendre pour aller respecter leur tradition entre guillemets. Et moi-même donc j'y suis allé au moment de l'écriture, donc c'était en 2016 je crois. Mais moi bon, les femmes maintenant portent des combinaisons de plongée en fait parce que euh, l'une des raisons pour lesquelles elle nageait nue avant, c'était pour s'adapter, enfin pour se mettre d'égal à égal avec les coquillages, mais aussi pour une meilleure pénétrabilité dans l'eau. Et avant, donc il n'y avait pas toutes les combinaisons qui collent au corps voilà, qui permettent de bien plonger. Mais maintenant, comme elles ont ça, elles peuvent aussi en profiter. Et puis comme surtout elles sont âgées, elles ont besoin aussi voilà, de protéger un peu leur corps. Et donc j'ai croisé des hamas, mais j'étais trop intimidé pour aller leur parler. Donc c'est vrai qu'elles étaient assez impressionnantes. Puis même elles, quand on s'approchait, on voyait qu'elles ne voulaient pas trop qu'on les dérange. Donc voilà. C'était pour montrer elles ont. C'est ça. Blanc touriste. Ouais, surtout ouais, les touristes, elles peuvent s'en passer quoi. Donc ouais. Est-ce que vous voulez que je fasse mon PDF aussi, peut-être? Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Faut que j'arrête de Oui, partager oui, mon truc, non. avec plaisir. Alors, du coup, je retire le PDF, comme ça vous pouvez. Et effectivement. Alors, donc ça, c'est des recherches de personnages que j'ai fait pour. Là, c'est c'est la bande des hamas qui sont dans la bande dessinée. C'est des recherches de personnages justement où je me suis attardée sur les différentes morphologies qu'on pouvait avoir. Je voulais que un peu tous les corps de femmes soient représentés, qu'il y ait la japonaise d'une vingtaine d'années à la femme d'une cinquantaine d'années à peu près. Et voilà, toutes les morphologies, plus ou moins petites, grandes, musclées, rondes, enfin voilà, qu'on puisse voilà, avoir un petit peu tous les corps différents et qu'il n'y ait pas juste un corps érotisé ou un corps de pin-up, un peu comme on peut les représenter souvent dans la bande dessinée. Notamment où les femmes sont très érotisées dans la manière d'être représentées au niveau de leur corps. Là, on voit qu'elles ont des corps totalement normaux, en fait, et où il n'y a pas de comment dire, de choses hyper érotisées. On voit qu'on est dans une espèce de normalité, quoi. Et c'était vraiment important qu'il y ait cet aspect-là, et puis qu'on voit qu'elles sont à l'aise dans leur corps, parce que leur corps, c'est leur outil de travail, c'est leur bleu de travail. La nudité, c'est quelque chose avec laquelle elles vivent tous les jours et au travail également. Donc voilà, il fallait que je voulais montrer ça. Ça, c'est donc mes recherches pour les hommes. C'est un peu plus compliqué pour moi, pour les hommes, parce que j'avais du mal à les imaginer, à part Yusuke, qui est le revendeur de poissons, qui est une fripouille. Lui, je l'ai assez facilement imaginé, mais c'est vrai que pour les autres, c'était un peu plus compliqué. Par exemple, Toshio est passé par plusieurs coupes de cheveux avant de m'arrêter sur celle-ci. Euh, je voulais dire aussi que par rapport aux femmes, je les ai imaginées par rapport à des fiches que Franck et l'éditeur m'ont fait passer, où en fait chaque personnage était décrit par quelques adjectifs assez succincts. Par exemple, Yuko, on disait qu'elle était jeune et musclée. Saeko, qu'elle était assez vieille et petite et un peu ronde, mais rigolote. Que Isoe, elle fumait, qu'elle était assez impressionnante et qu'elle avait un sale caractère. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et Nagisa, évidemment, jeune, frêle, fragile. Donc je me suis attachée à ces descriptions à la fois physiques et psychologiques
des personnages pour créer toutes ces femmes. Et puis pour les hommes, c'est pareil. Donc ça, c'est des recherches pour, par exemple, pour chaque personnage, j'ai fait des planches de personnages comme ça où il y a les différentes postures, des recherches de visage, d'expression. Voilà, donc ça, c'est pour Nagisa, par exemple. On la voit de profil, de trois quarts, de face, de dos, enfin voilà, des choses comme ça où chaque personnage a sa fiche comme ça. Donc Isoé, c'est pareil. Voilà, donc pour moi, c'est à chaque fois que je dessine un personnage, je ressors ces fiches et je m'en appuie pour pouvoir justement faire en sorte que chaque personnage soit identifiable du premier coup d'œil et qu'on n'ait pas à se demander mais c'est qui elle, je me rappelle plus. Voilà, chaque personnage a sa manière de se tenir. Par exemple, Isoé, elle a souvent cette attitude de la posture de des mains sur les hanches, un peu volontaire comme ça et donc là, c'est Goro, où on voit que c'est un gars sympathique et qui s'entend, voilà, il est tranquille et qui s'entend bien avec tout le monde. Isoé, donc on voit son petit côté fripouille, pas très sympa, et on voit que les filles ont du fil à retordre avec ce personnage qui essaie justement de les arnaquer et d'abuser un petit peu de sa position de mâle sur l'île et qui justement essaie de faire en sorte qu'elle soit pas super bien payée pour que lui puisse en tirer profit. Ça, c'est l'île d'Egura telle que moi je me la suis représentée. Il y a une île d'Egura qui existe vraiment. Après, moi, je me suis créé mon île d'Egura. Et dessus, notamment, j'ai placé la maison d'Isoé Goro, j'ai placé le port. Enfin, voilà. Je sais exactement où se trouvent les plages sur lesquelles elle se baigne, que j'ai dessinées dans la bande dessinée. Je sais exactement où chaque action se passe sur cette île. Et voilà, il y a une espèce de cohérence. J'ai fait ça aussi par rapport au plan, notamment chez Isoé et Goro, où j'avais besoin que les lieux soient cohérents par rapport aux différents plans dans lesquels ils sont représentés. Qu'on se dise pas, mais je comprends pas, là par exemple il y avait une fenêtre, pourquoi là maintenant il y a une porte, et pourquoi où donne cette chambre, et comment on entre dans cette maison, et où sont les fenêtres. Voilà, c'était important pour moi de créer ça. Et puis évidemment, je me suis inspirée des maisons traditionnelles japonaises en tenant compte que c'était des maisons de pêcheurs et que c'était relativement modeste et qu'elles étaient pas très grandes et que voilà. Donc je me suis documentée par rapport à tout ça. J'ai regardé des films aussi, des documentaires qui se passaient dans le Japon des années 60 pour voir un petit peu comment étaient meublées les cuisines, comment étaient meublés les salons. Ça, ce sont des recherches pour des couvertures. Alors, quand on aborde le sujet de la couverture avec l'éditeur, c'est un moment assez important parce que la couverture, c'est un enjeu commercial, éditorial, et en général, il y a beaucoup d'allers-retours entre l'illustrateur et l'éditeur, voire même l'auteur aussi, parce qu'évidemment, il a son mot à dire aussi sur la couverture. Et donc, on essaie de trouver à la fois un dessin qui soit suffisamment intriguant pour qu'il suscite l'intérêt et la curiosité du lecteur, qu'on ait envie de s'attarder et d'ouvrir ce livre, et à la fois qu'il soit aussi représentatif de ce qui va être à l'intérieur, que quand on voit la couverture, qu'on ouvre l'intérieur, qu'il y ait une espèce de cohérence et une transition qui soit assez douce en fait, et qu'on comprenne tout de suite quel genre de dessin et quel genre de couleur et quel genre de sujet il va y avoir à l'intérieur. Donc voilà, donc le sujet, la couverture finale, c'est celle de droite. Et par exemple, les autres couvertures de gauche jusqu'à la dernière, ce sont des essais par lesquels nous sommes passés avant de s'attarder sur cette dernière-là. Ça, c'est une planche en noir et blanc. Alors, c'est une BD qui est entièrement faite à l'ordinateur. Moi, je dessine mon style graphique, c'est plutôt la ligne claire. Donc, c'est vraiment un travail sur le trait, sur le dessin. Je joue assez peu avec les ombres, en fin de compte, en tout cas à l'encre. Les ombres, j'y joue avec au niveau de la mise en couleur.
D'ailleurs, on voit que ce bleu, principalement, il marque les ombres et non pas la couleur des éléments. Donc voilà, donc ça c'est la planche en noir et blanc, et puis en couleur on voit donc ce que ça apporte avec cette trame d'imprimerie qui vient un petit peu marquer le côté rétro des années 60. Et puis ce bleu qui a été une recherche, j'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à trouver cette couleur-là. C'était une des premières couleurs qui est sortie, puis j'en ai essayé d'autres pour voir comment, s'il n'y en avait pas d'autres qui seraient plus pertinentes. Et puis je suis revenue à cette couleur-là qui est un bleu assez chaleureux, un peu passé, qui pareil donnait un petit côté un peu rétro, mais aussi assez apaisant à la tonalité de l'histoire. En tout cas, moi je trouve. Voilà. En gros, qu'est-ce que je peux dire? Donc ça, c'est encore des scènes où on voit que la lumière, le bleu marque les ombres, la lumière. Voilà, je voulais qu'on sente, ça se passe au bord de la mer, ça se passe au Japon, il fait relativement chaud là où ça se passe. Et je voulais qu'on sente le soleil sur les corps, je voulais qu'on sente la lumière sur ces rivages. Donc voilà, ce bleu, il vient marquer cette lumière qui est un peu particulière. Donc là, c'est pareil. C'est des exemples de planches. Et une affiche, voilà. Où on la voit sur le point de plonger dans l'eau avec son panier. Et je trouve que cette image est assez représentative aussi justement des hamas de leur vie. Et puis voilà, avec le soleil derrière qui vient marquer un peu le drapeau japonais. Et voilà, c'est fini pour mon PDF. Alors, comment je fais pour le retirer? Alors, je vais le retirer voilà. Ouais, merci pour tous ces éléments autour de l'œuvre. Quel travail, j'ai envie de dire. Et pour réussi. Du coup, si ça vous convient, je vais inviter nos participants du Costa Rica à monter sur scène et à vous poser des questions s'ils le souhaitent. Ouais. Et le temps qu'ils arrivent sur scène, moi, je vais peut-être vous poser une première question qui a été posée par des étudiants de l'Alliance française de Cochabamba. D'accord. Alors, vous y avez déjà un peu répondu, mais la première question, c'était quelle est votre inspiration pour écrire Ama? Donc ça, c'est peut-être plutôt Franck. Oui. C'est vrai que du coup, le point de départ, ça a été vraiment des photos que j'avais trouvées un peu sur Internet qui ont commencé à m'intriguer un peu. Et ensuite, ça a été des livres dans lesquels, au fur et à mesure que je lisais, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de vraiment super intéressant, toute une mythologie autour des hamas, des choses d'ailleurs qu'on n'a pas pu, que j'ai mis dans les toutes premières versions, mais qu'on n'a pas mis par la suite, mais des légendes qui parlent de surpêche, qui parlent de monstres aussi, de yokai. Enfin, il y a donc le yokai, c'est le folklore un peu, fantastique japonais. Il y a vraiment un truc qui me passionnait, et puis au fur et à mesure que je creusais, et puis que je devenais un peu entre guillemets expert sur le sujet, c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait en faire une histoire sympa. Et puis ce qui m'a plu, c'était aussi ce paradoxe en fait, de ces femmes qui existaient dans un Japon qu'on connaît, qu'on sait très masculin, très dirigé par les hommes. Et je trouvais que l'image me plaisait en fait. L'idée me plaisait. Donc la principale source d'inspiration, c'était ça. Et après, comme on l'a dit un peu, c'est vrai que on a plus que de l'inspiration, on va dire artistique ou quoi. C'était vraiment quelque chose aussi on va dire un peu de folkloriste, je sais pas, j'aime pas trop en plus ce terme non plus, mais du coup en gros on a voulu je pense rester assez proche de la réalité, et donc c'était ça aussi l'inspiration. Comme je l'ai dit au début, ça devait être une histoire, comme je l'imaginais, assez naturaliste, assez proche du documentaire, et finalement ça a après devenu quelque chose d'un peu plus avec un scénario, une histoire de famille, etc. Mais à la base, l'inspiration était là dans le matériau même, en fait. Alors, avant de laisser la parole à Patricia qui nous a rejoint, je
Bonjour. Une autre question de coach Ama. Quels sont les de la bande? Ah, j'ai pas entendu. Ouais, j'ai pas entendu. Alors, je disais, quelles sont vos parties préférées de la bande dessinée? Moi, j'aime bien les passages sous l'eau. J'aime bien les moments justement où Nagisa apprend à pêcher. Ces scènes sous l'eau où elle est immergée, c'est des scènes que j'ai eu beaucoup de plaisir personnellement à dessiner. Puis ben, c'est le propos. On est dans le vif du sujet, quoi. Donc moi, voilà, j'ai beaucoup aimé dessiner ces passages-là, en tout cas. Oui, c'est vrai que je rejoins aussi Cécile sur ces passages-là qui sont pour moi aussi très importants parce que en fait l'eau elle sert, elle a toujours un sens en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai réfléchi et elle sert un peu d'échappatoire à Nagisa et aussi de lieu, de cocon en fait. D'ailleurs, il y a une imagerie, je trouve, qui peut se rapprocher aussi. Enfin, la corde là qui part des hanches des femmes jusqu'à la surface. Enfin, il y a un côté un peu in utero, enfin, bébé, comment dire, raccroché à la vie par un cordon, etc. Et c'est vrai que les passages dans l'eau, je les ai pensés justement avec ce sens-là en fait de retour à la nature. Et puis on voit dans l'histoire que à chaque fois qu'elle va dans l'eau, il se passe quelque chose dans son évolution à elle en fait. Euh, donc, euh, ouais, j'aime aussi ces passages-là. Et, après, les passages aussi des festivals, peut-être aussi, parce que c'est vrai que c'est un univers, enfin, une imagerie que j'aime beaucoup aussi. Et puis, je trouve que Cécile a réussi à bien les retranscrire. Donc, je trouve que ces passages-là sont assez intéressants aussi. Très bien, merci. Et, Patricia, du coup, si vous voulez bien allumer votre micro. Oui, bonjour. 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 Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bon, bonjour. Bon, merci Cécile, merci Franck. Et je vous dis merci de la part de mes élèves. Ils ne sont pas tous là parce que, bon, ils ont cours aussi. Il est 9h. Ah, ok. Au Costa Rica, donc c'était un peu trop tôt pour certains d'entre eux. Mais voilà, ils avaient découvert les premières planches faites par Cécile et ça m'a fait un peu rigoler lorsque la première fois ils ont dit ah mais on sait qui est Ama. Ama c'est celle-là. Ah, ok. Et voilà, ils avaient associé Ama au premier personnage et non pas à un métier. Et bon, voilà un peu parce que ils sont hispanophones et Ama, ça pouvait bien être le nom d'une fille ou d'une dame. Et bon, voilà, je me suis dit, bah, attendez, vous allez découvrir, vous allez voir ce que c'est. Parce que je voulais pas spoiler non plus la BD. Mais du coup, moi aussi, quand j'ai découvert la BD, pour moi, c'était aussi une découverte documentaire, si vous voulez aussi. Je connaissais pas ce métier, je ne connaissais pas cette société matriarcale que Franck a voulu aussi nous transmettre aussi. Et j'étais étonnée aussi. J'étais étonnée par certains personnages, par le style de dessin de Cécile. Et du coup, j'avais une question pour Cécile aussi. Est-ce qu'il y a une planche ou peut-être un passage de l'histoire qu'au moment de la dessiner, vous a peut-être attrapé un peu plus que les autres, qui vous est peut-être resté dans la tête ou sur lesquels vous êtes revenu plusieurs fois, je sais pas, comme une obsession de dessinatrice? Il y a des planches qui m'ont donné plus de fil à retordre que d'autres, ça c'est sûr. Peut-être celles avec des décors, notamment les décors qui se passent à Tokyo ou au Japon, enfin des décors de villes japonaises où j'avais vraiment envie que dans la case on comprenne tout de suite que c'est une case qui se passe, enfin que c'est une ville. C'est une ville japonaise. Alors, juste avec des petites ruelles, je dois la voir là, la case. Je vais la retrouver. Je vais chercher. Ah, je pense que c'était comme. Peut-être des cases comme ça. Ah oui, oui. Voilà.
pour moi, voilà, ça c'était important. Et pour arriver à faire des caisses comme ça, je suis allée regarder beaucoup d'images du Japon pour arriver à trouver les bonnes ruelles, les choses, comment on faisait les toits, comment on faisait les façades. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui étaient importantes pour moi, c'est qu'on arrive tout de suite à travers une planche ou un dessin à se projeter dans un endroit bien précis. Voilà, donc ça c'était important, et c'est sur ce genre de cases que je suis revenue le plus souvent, sur des décors où voilà, ça c'était important parce qu'il n'y en a pas tant que ça des cases, parce qu'il y a beaucoup de rivages, beaucoup de lignes d'horizon, beaucoup de mer, et pas tant que ça d'intérieur ou de décors urbains. Et du coup, ces décors urbains permettaient vraiment de constituer ça au Japon et pas sur un autre rivage, en fait. Oui. Ouais. Bon, ça explique bien. Et puis sinon, la couleur bleue, franchement, je l'ai trouvée très nostalgique. J'ai bien aimé cette couleur. C'est pas la couleur bleue de Miro. C'est pas Non. cette couleur-là que j'ai là, très pétante, très vivante. Et donc, du coup, oui, je suis rentrée dedans par comment dire, ce visuel. Ce visuel. Après, je suis restée aussi un peu, comment vous expliquer, j'ai voulu aussi interroger Franck parce que je me disais, mais ça doit être un mec qui doit aller au Japon souvent. Et donc, ben, je voulais savoir quel regard vous avez quand vous allez au Japon. Est-ce que vous êtes est-ce que vous allez avec un regard de touriste, un regard d'explorateur, ou de quelqu'un qui cherche tout le temps de l'inspiration? C'est un peu particulier parce que, en fait, je suis allé beaucoup de fois et j'y ai vécu, donc je suis resté sur place longtemps, en tout 3 ans, mais en trois fois. Enfin, en gros, je suis resté sur des périodes d'un an à chaque fois. Et, en fait, c'est vrai qu'au début, bah, on est toujours émerveillé un peu par le Japon parce qu'en plus, selon les régions, tout est très très différent. Mais plus ça va, plus j'essaie d'aller vers vraiment les gens et d'essayer de comprendre un peu les Japonais, ouais, parce que c'est des gens qui sont vraiment très très différents. Et même maintenant, il y a beaucoup de sociologues qui en parlent, mais qu'ils ont beau étudier le peuple japonais. Enfin, je pense que c'est valable pour tous les peuples, hein, Oui. mais voilà, il y a des choses qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Bon, je suis marié à une japonaise aussi, et encore des choses que j'arrive pas à comprendre au quotidien. Et est-ce que dans les cas des amas, il y a, je sais pas, un patois ou quelque chose comme ça? Oui, en fait, il y a le patois justement, il y a un patois de la région de Ishikawa, là, que parle ma femme d'ailleurs, de temps en temps. Mais peut-être moins campagne, parce elle est née dans la ville. Mais ouais, il y a quelques. Et par contre, il y a des mots, enfin, comment dire, des mots spécifiques au hama, ouais. Enfin, on en parle dans la bande dessinée, mais le tomae, donc qui est l'homme qui est sur le bateau. Il y a des techniques de pêche, le funado, le kachido, qui sont des techniques de pêche différentes que même les Japonais, enfin, s'ils connaissent pas cette culture des hamas, ils vont pas comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est des mots vraiment typiques de ça, quoi. Et encore une fois, selon les régions, je pense que ça doit encore changer selon les hamas de différentes régions, parce que c'est assez dense comme sujet. Mais puis, en Japon, les sujets japonais, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, plus on creuse, plus on trouve toujours plein de choses derrière qui sont encore plus profondes. Et l'idée là, c'était de retranscrire un peu ça. Ouais. Bon, bravo, merci. Merci. Je passe la parole à comment il s'appelle? Merci Patricia. De rien, à vous, merci. Merci Patricia, merci beaucoup pour toutes ces questions. Effectivement, on a vu quelques-uns de vos élèves qui sont là. Alors, s'ils souhaitent monter sur scène, qu'ils n'hésitent pas, hein, s'ils veulent poser aussi des questions.
N'ayez pas peur. Il n'y a pas de question. D'ailleurs, comme tout à l'heure, vous disiez que Ama, il y avait une sonorité un peu hispanique. Mais c'est vrai que souvent, on nous demande. Moi, j'habite au Pays Basque et Ama aussi, ça veut dire maman ici. Et à chaque fois, on nous fait un peu on fait la remarque là-dessus. Et puis la profession même d'Ama, en fait, donc, nous on traite du Japon, mais il en a existé en Corée. Il y a eu de la pêche en apnée comme ça aussi en Afrique. Enfin, de ce que je sais, voilà, donc je sais pas, peut-être que dans d'autres pays aussi c'est quelque chose qui existe. Bon, après, je ne sais pas si le mot en lui-même je pense pas qu'il soit unique. Ah, Franck, on n'entend plus ton. T'as un problème de micro. Ouais. On ne t'entend plus, Franck, effectivement. Et à la limite, moi, je pense que même tu es gelé, comme je l'ai été juste avant, j'ai l'impression. Oui. Je suis désolé, mais je suis de retour et j'ai encore, si du coup vous avez fini sur cette question, quelques questions, mais assez rapides de nos collègues de Coach Mamba, si vous voulez en prendre encore quelques-unes. Je ne sais pas, Cécile, si vous avez encore un peu de temps. Oui, bien sûr. Ouais, très bien. Du coup, il y avait une question, il y a deux questions, mais que je vous remets en une seule. C'est comment résumeriez-vous la vie de la protagoniste et comment décririez-vous le développement du personnage principal? Donc, c'est un peu lié, les deux questions sont un peu liées. Donc, voilà. Alors, Nagisa, donc, en fait, c'est une citadine qui vient de Tokyo, qui est vraiment dans l'image très, très caractérisée de ce qu'on peut imaginer de la japonaise des années 60, c'est-à-dire qui est soumise, un peu effacée, qui est très polie, qui est féminine et délicate. Et on ne comprend pas trop au début pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait sur cette île et pourquoi elle veut être une ama. On comprend donc évidemment que Isoé est sa tante, mais voilà, donc on voit qu'il y a un choc des cultures entre Nagisa, qui est tout ce que les amas ne sont pas en fait, et vice-versa. On se dit au tout début, Nagisa va un petit peu se faire, elle va avoir du mal à s'acclimater et à intégrer cette communauté tout simplement et à faire sa place parce qu'elle n'a pas, la personnalité qui convient pour être une ama. Et en fin de compte, on se rend compte que on se trompe, nous, en tant que lecteurs. Moi, en tout cas, au tout début, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, bon, elle va se faire croquer. Et puis finalement, non, elle est assez surprenante, ce personnage. Moi, je la trouve très courageuse. Et je pense aussi ce qui a plu aux plus jeunes, c'est que qui ont découvert l'histoire de Nagisa, c'est que c'est un récit initiatique. C'est l'histoire d'un apprentissage, d'une immersion au sens propre comme nous figurer. Donc c'est une jeune fille qui va apprendre un métier, elle va s'immerger entre guillemets dans cette communauté au sein de cette île avec ces femmes. Elles vont se serrer les coudes, elles vont se découvrir les unes les autres, et je trouve que c'est assez courageux de la part de Nagisa de faire. On voit que les amas sont obligés de se marier pour pouvoir exercer leur métier. Et on voit que Nagisa, elle, justement, elle va s'affirmer par rapport à ça et elle va prendre une décision qui va aller un peu à contre-courant de ce qui se fait dans la communauté des amas. Et je trouve ça surprenant de la part d'une jeune fille qui, au départ, était vraiment très effacée, qui finalement se révèle être peut-être celle qui a le plus de caractère.
Et voilà, donc je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant parce que justement, elle est surprenante et que voilà, malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer, parce que du coup, elle est obligée de quitter les hamas pour pouvoir vivre la vie telle qu'elle l'entend, elle. Bah voilà, elle sacrifie quelque chose aussi et ça montre aussi que on peut aller au bout de ses convictions, mais que parfois il faut en payer un certain prix aussi. Voilà. Et que ça parle de liberté aussi, ça parle de courage et d'affirmation de soi. Voilà, je trouve que ça véhicule des belles valeurs aussi. C'est un beau personnage. Et du coup, pour enchaîner, parce que alors Franck, on a répondu à une question oui, pardon, j'étais déconnecté. Sur le personnage principal, donc sur le développement de Nagisa. Si tu veux rajouter un mot, évidemment, bien sûr, il n'y a pas de souci. Les deux questions que je remets encore ensemble ensuite, c'était est-ce que vous avez une suggestion pour le futur de Nagisa? Comment vous voyez son futur? Et du coup, une autre question, mais qui, à mon avis, peut être liée, c'est est-ce que, du coup, vous comptez écrire une suite? Donc, tout ça, c'est des questions qui viennent toujours de l'Alliance française de Cochabamba. Tu veux répondre? Oui. C'est vrai que la question de la fin de la bande dessinée, elle a pas mal divisé, notamment les jeunes qu'on a pu rencontrer. Alors, effectivement, du coup, il y a une autre troisième question que je n'avais pas mis avec, mais qui était est-ce que vous aimez la fin de l'histoire et sur quoi vous êtes-vous basé? Donc, on peut faire les trois d'un coup, la fin, le futur, la suite. Ouais, c'est vrai que la fin, du coup, il y a pas mal notamment de jeunes qui nous ont dit qu'ils s'attendaient à une fin un peu plus happy end, une histoire, parce qu'il y a une sorte de prémisse un peu d'histoire d'amour, mais un peu un amour courtois, un peu justement que j'ai voulu volontairement, voilà, très japonais. Il y a ce début un peu de relation dont on ne dit pas grand-chose volontairement, hein, mais entre un garçon comme ça et Nagisa. Et donc, du coup, pas mal de gens s'attendaient à ce que voilà, ils finissent ensemble, etc. Mais du coup, non, il y avait ce choix volontaire de cette fin, en fait, voilà, qui était un peu, enfin moi j'aime bien en fait la notion, notamment en littérature, de déterminisme familial. Et donc cher à Zola notamment, mais pas que. Mais enfin voilà. Et donc du coup, j'aimais bien dans l'idée en fait que voilà, il y a une histoire qui se répète et que la fille répète un peu ce qu'a fait sa mère avant. Et en même temps, il y avait une logique par rapport au sujet traité, puisque du coup, c'est vrai que les hamas disparaissent et le fait de faire une happy end, ça aurait été un peu dire ah ben voilà, tout est gagné, vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour les hamas. Et or, c'est pas ce qui se passe en vrai. Donc l'idée c'était de faire quelque chose comme ça. Et puis je trouvais ça cohérent en tout cas avec le côté le fait qu'elle revienne voilà, là où sa famille a vécu. Donc, moi je sais que je me suis pas mal inspiré de mon expérience d'expatrié en fait entre guillemets depuis la Corse en fait, où j'ai beaucoup de famille là-bas et j'y suis retourné en étant adulte, mais voilà, le fait de partir d'un endroit, d'y revenir, etc. Enfin, c'est des choses qui m'ont parlé. Et j'ai senti que voilà, cette fin, elle était proche de ma sensibilité, enfin, de ce que j'avais pu ressentir à propos de ces sujets-là. Donc l'idée c'était de partir là-dessus. Mais c'est vrai que la fin a divisé, entre guillemets, mais Fin douce, moi je l'aime bien. Pour répondre à la question, est-ce que vous l'aimez bien? Bah oui. Et donc pour la suite, etc., c'est vrai que moi Cécile aussi pour sa partie, mais du coup je suis plus parti sur des projets un projet un peu différent en tout cas, mais dans lesquels il y aura des thèmes assez proches, en tout cas pour mon prochain projet. Et donc pour l'instant pas de suite prévue. Et puis je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour, en tout cas de ce personnage principal. Et on a dit pas mal de choses, je pense, et qui ont quand même fait écho, d'après les retours qu'on a eus. Donc pour l'instant, ça ne s'envisage pas, mais bon, après, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer. Après, c'est vrai que tu as fait, par rapport à la fin, c'est une fin qui est relativement ouverte. Oui. Il y a plein d'interprétations différentes sur qu'est-ce qui se passe réellement à la fin. Est-ce qu'elle se
est-ce que c'est juste un bain comme un autre où elle se reconnecte avec ses souvenirs, ou alors est-ce que c'est où est-ce qu'elle meurt? Enfin, voilà, il y a eu plusieurs interprétations différentes, et on aime bien justement aussi le fait que chacun de pas faire le choix de ce qui se passe, en fait, que chacun puisse interpréter librement qu'est-ce qui se passe à la fin, justement avec Nagisa, et le bain qu'elle fait quand elle est plus vieille, justement quand elle retourne sur Ebura. Je sais que Franck et moi, on ne voyait pas la fin de la même manière, par exemple. Donc c'était intéressant quand on en a parlé, on se disait, mais et Franck me disait, mais elle meurt. Et je disais, mais non, elle ne meurt pas. Donc on n'était pas d'accord. Et je trouve que c'est bien aussi que chaque lecteur s'approprie justement cette fin et en fasse la sienne, en fait, quoi. Mais voilà, c'est en ça aussi que j'aime bien les fins ouvertes, que ce soit dans le cinéma ou les livres, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce jeu voilà, sur la fin, sur les ellipses aussi entre les différents chapitres, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est une saison différente, mais c'est passé dans le temps de plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. Et j'aime bien l'idée justement qu'on puisse imaginer ce qui s'est passé entre, et puis ce qui se passera après, en effet. Ouais. Ouais. Et puis moi, par rapport à mes projets actuels, alors, donc c'est pas un projet avec Franck, c'est un projet que j'écris et que je dessine entièrement. Et pareil, j'ai envie de dire, il y a des similitudes avec Ama, mais finalement pas tant que ça. Mais on peut dire que ça se passe sur une île encore, sur l'île de Skye en Écosse. Mais dans les années 30 cette fois-ci. Mais par contre, ça sera encore une histoire de femme, et une histoire un peu intimiste, de femmes un peu fortes, indépendantes aussi, chacune à leur façon, et des histoires de sororité, parce que ça a parlé de sœurs, tout simplement, des relations entre sœurs aussi. Donc il faut croire qu'on refait toujours un peu on a tendance à refaire les mêmes histoires, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui, moi, étaient importantes pour moi aussi. C'est des thèmes qui me sont chers, et donc voilà, je pars sur ce genre de thématique aussi. Cette fois-ci, ça sera de la quadrichromie, donc un peu plus de couleurs. J'avais voilà, donc un projet différent, mais avec des similitudes aussi, bien que très différents. D'accord, merci. Alors encore deux petites questions, Oui. mais que je trouve très sympas. C'est est-ce que vous vous identifiez à un des personnages de la bande dessinée, et si oui, lequel? Donc chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez un personnage? Ou pas du tout? Bah, moi, plus, je dirais, je suis un mélange de Nagisa et de Isoe. Je peux avoir un côté Nagisa, mais ça dépend. Quand on m'énerve, je peux être Isoe. Non, ça dépend. On dit souvent que j'ai un bon petit caractère sous une apparence assez douce. Du coup, ça peut être un bon mélange des deux. Ouais. Moi, plutôt Yusuke, parce que je me sens un peu traître et pas très gentil. Ouais. Non, Oui. non, c'est vrai que ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai mis beaucoup de moi dans le personnage de Nagisa, en fait, justement, le côté partir d'un endroit, y revenir plus tard, je me suis inspiré beaucoup de relations familiales aussi là-dedans. Donc c'est vrai que le parcours comme ça, l'évolution en fait auprès des autres, etc., c'est quelque chose qui me parle et qui me ressemble, je pense. Donc ouais, malgré moi, parce qu'au début c'était pas volontaire, mais j'ai mis pas mal de moi sur ce personnage-là, ouais. Et du coup, par défaut, dans les autres personnages, j'ai mis un peu aussi d'éléments de gens que je pouvais connaître ou autre, quoi. Que ce soit de ma famille ou des amis, ouais. Et alors, la dernière question. Attention. Ouais. Est-ce que vous pensez que le livre Ama, le souffle des femmes est un bon livre? Évidemment. Évidemment. Ah oui, on pense que il va gagner tous les prix du monde, sinon on serait pas là, ouais. Non, mais après, je pense que. Fier, en tout cas, c'est déjà bien. Ouais. Pardon? Je dis, c'est un livre dont on est fier déjà, donc c'est déjà bien. Oui, voilà, c'est ça. Après, je pense que
Ah pardon, je t'ai coupé, non? Vas-y. Non, moi, je suis pas toujours fière des livres que je fais. Il y en a que je trouve moins bons avec le recul, et celui-ci, c'est un livre dont je suis vraiment fière, donc je l'assume pleinement. Oui, bon, moi, la question, comment dire, revient souvent, enfin, par rapport comment dire, aux premières versions, etc. On se dit toujours qu'il y a des choses qu'on aurait pu mettre plus ou qu'on aurait plus développé, etc. Mais finalement, pour l'avoir relu récemment, je trouve que l'équilibre fonctionne, enfin, pour moi, en tout cas, fonctionne tel que je l'imaginais. Donc voilà, faut pas non plus trop y revenir non plus, quoi. Je pense que, ouais, en effet, moi, j'en suis assez content aussi. Et voilà. Ouais. Et des pouces. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Si à moi on me demandait, si on me posait la question, je dirais que oui aussi volontiers. Super, merci. C'est à la fois un très bel objet, un très beau livre et une histoire qui est très belle et en plus qui nous apprend énormément de choses. Et là, pour le coup, sur quelque chose que moi personnellement je connaissais pas. Donc bravo, merci pour ça en tout cas, pour ce partage artistique et documentaire en même temps. Voilà, donc merci aussi d'avoir partagé ces quelques moments un peu à rallonge, on a un peu étiré, mais c'était très intéressant donc avec nous, avec donc les collègues du Costa Rica et les participants présents, et puis avec ceux qui regarderont en fait cette vidéo ensuite. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une petite vidéo en train de dessiner. Ah oui, tout à fait. Bah oui. Ouais. Alors, je vais la mettre moi. On va voir si j'y arrive. ah bah oui, carrément. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions. Est-ce que ça marche? Ouais, ça a l'air. Ouais. Parce que chez moi, comme d'habitude, ça marche pas. Hein, donc, D'accord. En fait, tu vois pas la vidéo, donc là on te voit en train de faire le brouillon et. D'accord. Ouais, bon, si ça marche, c'est bien. Donc là, le principe, c'est que tu dessines sur un écran. C'est ça. En fait, c'est une tablette graphique et je dessine. Là, j'ai par exemple le calque, le tout premier, l'ébauche, c'est sur un calque à part et que je supprime après une fois que j'ai fait le trait noir par-dessus. Comme ça, j'ai vraiment, je peux dessiner, faire toutes mes recherches en dessous, faire des crayonnés un peu grossiers en dessous, et après il n'en reste plus aucune trace quand j'ai fait le dessin au propre par-dessus. Donc c'est mis sur des calques différents sur Photoshop. Voilà. Donc c'est ce travail-là. Je travaille aussi. Moi, en fait, c'est très pratique pour moi le travail à la tablette graphique parce que je suis pas à l'aise avec l'encre, avec l'ancrage traditionnel. Du coup, ça me bloque et j'ose faire moins de choses parce que j'ai peur de devoir recommencer et recommencer tout le temps. Ou alors d'avoir le trait qui tremble et de rater. Et puis même pour travailler la composition des images, des cases, des planches, c'est beaucoup plus rapide de déplacer des éléments avec la tablette graphique. Donc voilà, donc ça, je me sers beaucoup de ça aussi par rapport à mon dessin pour la bande dessinée en tout cas. Après, pour les albums, je fais beaucoup en traditionnel, à la gouache ou à l'acrylique, mais c'est pas du tout le même travail en fait. C'est un travail qui est plus sur la couleur et moins sur le trait. Voilà, c'est quelque chose de différent encore. C'est très beau à regarder en tout cas. Merci. Moi, je vois toujours rien, alors. Là, t'es en train de faire l'encre. En train de faire l'encre. Ça vous est arrivé de participer à des sessions de dessin en live, en musique, etc. Non, moi, j'ai jamais fait des concerts dessinés ou des battles de dessin ou des choses comme ça. Je pense que ça me terrifierait pas mal, mais je pense que ça se prépare en fait. C'est vrai que quand on fait ça un petit peu sans avoir préparé, c'est difficile. Après, avec de la préparation, quand on sait à l'avance ce qu'on va dessiner, en fait, je pense que c'est ça le plus difficile. C'est de savoir à l'avance ce qu'on va dessiner.
C'est peut-être, c'est comme pour des dédicaces, en fait. On a besoin de savoir un petit peu à l'avance quels sont les dessins qu'on va faire comme dédicace, quoi. Et puis peut-être, il y a des dessins, à force de les faire aussi, on les maîtrise de mieux en mieux. Nagisa, c'est vrai que je l'ai dessiné beaucoup de fois, donc c'est un personnage, même si je ne l'ai pas dessiné depuis longtemps parce que je suis sur un autre projet, ben, elle m'est toujours familière, en fait. Cette vidéo-là, je crois que je l'ai mise sur YouTube, mais je suis pas sûre que ça marche. Je crois que c'était... Peut-être qu'on pourra la revoir, je sais pas. D'accord. Ah bah, faudra nous envoyer effectivement peut-être le lien, on pourra le faire suivre aux collègues qui ont participé et puis aux collègues qui regarderont la vidéo ensuite. D'accord. Bon, là, ils le verront aussi là, sinon. Mais... Et ce personnage alors dessiné de Nagisa, Franck, il est loin ou différent ou assez proche finalement de celui que vous auriez dessiné vous-même? Non, je pense que il est assez proche, ouais, et, notamment, et puis proche, oui, de ce que j'imaginais là, mais enfin tout en étant, comment dire, assez proche aussi je pense, de ce qu'a voulu faire Cécile. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu un mix des deux. Mais c'est vrai que je m'étais fait la réflexion en lisant, et je suis content en tout cas de ce à quoi les personnages ressemblent, parce que c'est assez. Même si dans les détails, peut-être que j'aurais fait des choses différentes, je trouve que, en tout cas, l'âme des personnages est respectée, et c'est le plus important, ouais, parce que c'était ça qui me questionnait, qui m'inquiétait, ouais, est-ce que ça va, est-ce que l'âme va perdurer, l'âme comme ça des personnages japonais, ou va perdurer, et en tout cas, et c'est le cas, et donc du coup j'en suis très content. Ouais. D'accord. Alors la vidéo est terminée, elle est signée. Merci Cécile. Donc je l'enlève. Très bien. Bah, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Merci, moi aussi. Voilà, du coup, alors juste, je vais pas tarder, donc je vais terminer l'événement ensuite. Et juste pour vous prévenir, ça va couper directement. Et puis sur cette plateforme, en fait, on n'a pas de petit sas de sortie, en fait. D'accord. Donc, je vous dis au revoir en même temps. Ok. Ça marche. Donc à tous les participants, je vous remercie encore. Et puis de toute façon, je pense qu'on s'enverra certainement un petit mail ensuite pour échanger. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir le Costa Rica. Au revoir. Merci. Au revoir la Merci, Bolivie. au revoir. Au revoir.